La taille fait peur, on est sur du gigantisme. Or, à l'heure actuelle, les plus grosses qu'on ait observées, c'est ça. Je m'appelle Christine Rollard, je suis enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle à Paris depuis décembre 1988. Et mon domaine de compétence en tant que biologiste, ce sont les araignées. Donc on peut dire que je suis aranéologue. On va décrypter des films dans lesquels on a une présence d'araignées. J'ai lu Harry Potter et j'ai vu tous les films. Donc avec Aragorn qui est quand même assez impressionnante par rapport aux enfants. Et quand on la voit de face, on voit qu'ils ont quand même pas mal observé quand même certaines araignées, puisqu'on a 2 gros yeux, on a des petits et puis encore derrière. Donc elle a 8 yeux, donc ça c'est quelque chose de normal. Par contre, elle a des caractéristiques qui peuvent être un ensemble d'araignées, donc ils ont quand même observé certaines araignées, ils ont fait un mélange avec celle-ci. Par contre, voilà, on commence à observer qu'elle a autour d'elle d'autres araignées, donc c'est ces petits, et qu'elle va leur intimer l'ordre de pouvoir attaquer. Alors les araignées qui vivent en communauté, alors on ne va pas parler d'araignées sociales, parce que c'est pas vraiment des sociétés, c'est pas des hiérarchies, il n'y a pas une reine, il n'y a pas tout ça en fait dans la réalité. Donc ça n'existe pas dans la réalité. Et elle n'indique pas, elle ne fait pas en fait des prises de proie comme ça. Mais il y a des araignées qui vivent en communauté, qui ne sont pas une femelle avec les petits, qui sont des individus jeunes, adultes, mâles, femelles, etc., qui se tolèrent et qui peuvent capturer des proies tout en même temps. Donc ils font des énormes toiles en nappe, alors on voit des tissages dans Harry Potter un peu partout, et des araignées qui descendent au bout d'un fil. Ça c'est tout à fait réel aussi, puisqu'elles ont toujours des fils de rappel et des fils de survie pour descendre sur des supports. Mais elle est impressionnante, elle est vraiment pas mal faite. Les araignées, en plus, ont leurs 8 pattes et qui sont positionnées au bon endroit. Parce que souvent, pour les araignées, on a les 2 parties du corps. Et puis, les pattes sont souvent mises un peu partout. Donc là, elles sont vraiment bien insérées à l'avant du corps. Et là, on l'a aussi. Là, ça y est, c'est la débandade. Les araignées sont sensibles, effectivement, à toute vibration. Donc quand il y a une sorte d'agression avec une vibration très importante, elles ont tendance effectivement à fuir de toute façon, puisque ce n'est pas les vibrations qu'on peut percevoir par rapport à une proie potentielle dans ces cas-là. Et on voit même ça, des crochets. Et les crochets sont pas mal faits parce qu'ils sont comme ça. C'est une des différences entre des mygales et des non-mygales. Alors là, on n'est pas sur des mygales, justement. Et les crochets sont croisés de cette façon-là quand ce n'est pas une mygale. Et pour les mygales, comme celle-ci, les tiges qui portent les crochets, ce qu'on appelle des chélicères, les crochets sont par en dessous. C'est une des différences mygale et non mygale, on a ce mouvement-là. Donc là, elle est pas mal faite, Elle a été quand même bien observée. Elle a juste un comportement qui n'est pas la réalité du monde des araignées. Là, on est sur le Seigneur des Anneaux et il y a Arachné qui est en train d'emmailloter Frodon. Donc, emmaillotage de proie, c'est tout à fait possible, puisque certaines araignées vont produire des fils de soie et elles vont emmailloter leurs proies pour pouvoir les étouffer avant de les mordre. Par contre, ici, Arachné, elle a 2 paires de crochets, donc je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, et en plus, si je me rappelle bien, à un moment donné, elle a une sorte de dard à l'arrière, et les araignées n'ont absolument pas de dard. Et donc quelquefois, il y a des personnes qui m'ont sorti que les araignées, quand on était mordu ou piqué, il y avait 3 points. Alors, je ne sais pas s'ils ont été influencés par le Seigneur des Anneaux, mais non, il n'y a que 2 crochets, il n'y a rien à l'arrière qui va permettre. Et par rapport aux yeux qu'ils ont pu faire sur Arachné, bon, il y a encore plusieurs yeux, donc effectivement, la majorité des araignées ont 6 ou 8 yeux, mais là, le positionnement, c'est un peu farfelu quand même. On est sur du moins réel que pour Harry Potter, en plus avec ces 2 paires de chélicères là, qui sont de la fiction pure. Là. Donc on a le dard tout d'un coup qui sort au milieu de 2 tubes à l'arrière qui sont les filières. Les araignées, une des caractéristiques, c'est pas forcément de faire des toiles, mais de produire des fils de soie. Et ça sort par l'arrière, par des tubes assez souples qu'on appelle des filières. Donc là, on en a représenté 2, souvent il y en a 6. Et c'est le dard qui sort au milieu de ces filières. Donc là, on est complètement dans la fiction. Mais c'est impressionnant, du coup. La taille fait peur, on est sur du gigantisme. Or, à l'heure actuelle, les plus grosses qu'on ait observées, c'est ça. Et parmi les fossiles, la plus grosse fossile qu'on ait pu observer fait à peu près 6 cm de taille de corps. Donc même pas la taille
de cette araignée dite Goliath. Encore une fois, c'est dans l'état actuel de nos connaissances. Alors ça, c'est maman, j'ai raté l'avion. Ah, il attrape l'amygdale. Donc on a présence de l'amygdale sur le visage de la personne. Quand on l'a comme ça sur le visage, c'est vrai que c'est surprenant, c'est impressionnant, mais c'est complètement inoffensif. En plus, le petit gamin, il l'a prise bien comme il faut, donc par le derrière. Et donc on peut les prendre comme ça, on bloque les pattes et il n'y a aucun souci. Par contre, si on l'agresse au bout d'un moment, il est tout à fait possible qu'elle morde en réaction de défense, encore une fois. L'agresseur, là, c'est l'humain, c'est pas... Voilà. Et le fait de le positionner sur le visage ou sur le corps, parce que là, il est encore sur le corps de là, il n'y a aucun danger par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est une situation provoquée. Mais là, ça continue à indiquer, a priori, que les araignées sont dangereuses. Voilà. Et c'est le gros problème par rapport à ces araignées-là. Là, ils viennent taper sur la personne qui l'avait. La première réaction de l'araignée, c'est la fuite. Première réaction d'une araignée face à un danger, fuir. Deuxième réaction, elle fait la morte. Troisième réaction, elle lève éventuellement ses pattes pour intimider. Ce qu'elle fait dans son monde à elle par rapport à ses prédateurs aussi. De toute façon, à une autre araignée ou à un oiseau qui veut l'attraper ou un petit micro-mammifère, elle réagit de cette façon-là. Et la quatrième réaction, en fait, c'est vraiment la morsure. Mais si c'est un cas d'une défense, comme là, ça va être une morsure, pas forcément avec venin. Donc déjà, on est rarement mordu, mais en plus, souvent, si on est mordu dans des circonstances particulières, il faut déjà qu'elle ait une certaine taille pour arriver à mordre la peau humaine en plus. Donc la majorité des araignées, bon là, bien sûr, dans les films, c'est que des grosses qui montrent, parce qu'elles sont montrables, elles sont filmables. La majorité des araignées, c'est 5 mm de taille de corps, même sous les tropiques. Donc comment voulez-vous qu'elle arrive à mordre la peau humaine qui est quand même assez épaisse? Donc il y a vraiment, on va encore diminuer le risque. Alors là, on est sur Spider-Man. Donc on voit descendre une araignée à partir d'une toile géométrique qui descend petit à petit. Mais quand moi je vois l'araignée, c'est pas une araignée qui fait des toiles géométriques déjà. C'est une araignée qui fait des toiles en réseau. Et celle qui a voulu être présentée, c'est bien sûr une araignée qui a la réputation d'être... Hop là, ça y est, elle vient de crocheter. Elle a une coloration qui n'existe pas vraiment non plus, mais ça fait partie des veuves noires. Donc c'est celles qui ont souvent la réputation d'être effectivement potentiellement dangereuses pour l'homme. Elles ont un venin assez puissant, effectivement, puisqu'elles peuvent tuer et capturer des proies en masse beaucoup plus grosses qu'elles. Mais enfin bon, Peter, il se fait quand même mordre. Alors là, on voit apparaître une nouvelle espèce. C'est une espèce qui a été quand même modifiée au niveau génétique. Donc c'est une espèce de veuve noire qu'ils prennent, transgénique, qui aurait des caractéristiques. Et ensuite, effectivement, donc Spider-Man a des caractéristiques qui correspondraient au niveau de production de fils de soie, etc., à plusieurs araignées, mais pas forcément aux veuves noires qui ont été représentées ici. Quand on voit Spider-Man se déplacer sur des murs, selon les espèces d'araignées et les familles d'araignées, l'équipement au bout des pattes est différent. Donc il y en a certaines qui ont 2 griffes, avec des touffes de soie qui leur permettent d'adhérer à des surfaces lisses, et d'autres araignées qui ont 3 griffes, donc 2 griffes comme ça, et une 3e griffe, et c'est surtout les araignées qui font des toiles, et qui se déplacent sur leur fil grâce à cette 3e griffe. Et donc du coup, Spider-Man, au bout des doigts, donc comme au bout des pattes, peut avoir 2 petites griffes. Alors on ne parle pas de crochets dans ces cas-là, c'est vraiment des petites griffes qui lui permettent de se déplacer ou d'adhérer à une surface. Mais par exemple, certaines araignées qui tombent dans nos baignoires ou nos lavabos ont 3 griffes et ne peuvent pas remonter le long d'une surface lisse. Elles n'ont pas les touffes de soie suffisantes pour pouvoir adhérer à des surfaces lisses. Donc, on a effectivement dans Spider-Man un mélange, encore une fois, de caractéristiques réelles des araignées, mais qui proviennent de familles différentes, qui sont équipées différemment et qui ne font pas toutes de déplacements sur des surfaces lisses, de toiles géométriques ou pas, etc. Donc c'est quand même un personnage qui, tout d'un coup, a des capacités, même sensorielles aussi, les araignées sont très sensorielles, sensibles, sensitives, etc. De vision aussi, parce que les araignées ont une bonne vue, mais à courte distance par contre. C'est pas une vue à longue distance, c'est à courte distance. Donc il y a un mélange, et puis bon, c'est un personnage quand même qui sauve des autres, donc du coup, là au moins, c'est quelque chose d'assez positif par rapport à d'autres films, on va dire. Jamais je n'oublierai ces mots. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Là, on est dans minuscule,
Il y a une araignée qui est sur une toile géométrique, il y a une petite coccinelle qui vient d'arriver sur la toile. L'araignée fait des petits bonds, donc ce qui est représenté là pour l'araignée, c'est une petite araignée sauteuse avec 2 gros yeux à l'avant, hein, donc elle est visible. Elle n'a rien à faire sur une toile géométrique, hein, déjà, parce que les araignées sauteuses ne font pas de toile et font des petits bonds, effectivement, pour capturer leur proie. Donc on est sur deux groupes, 2 familles différentes qui ne font pas les mêmes choses, hein. Bon, l'araignée, là, est en train de tomber au bout de son fil de rappel, ce qui est tout à fait le cas pour des araignées sauteuses, mais elle n'avait rien à faire sur une toile géométrique. Mais quelquefois, les coccinelles qui se prennent sur les toiles géométriques, là, comme ça, donc avec une araignée qui normalement fait ça, les coccinelles sont rarement mangées. Quand elles sont attaquées, elles produisent une petite substance un peu jaunâtre, qui est très nauséabonde et qui n'est pas du tout bonne à manger. Et j'ai déjà vu une araignée sur sa toile descendre et trouver que c'était une coccinelle et découper tous les fils autour et laisser tomber la coccinelle, puisque c'est pas quelque chose qu'elle va manger. Donc la coccinelle se défend comme ça, effectivement, par rapport à une araignée quand elle est tombée dans la toile. Alors là, je découvre, Hermine, j'ai vu apparaître une araignée, et il y a toujours derrière, en fait, il y a une personne toujours qui a peur, hein. C'est un cliché, hein, quand même. Par contre, la personne est en train un verre et va essayer de l'attraper avec un verre, ça c'est tout à fait bien. Bon, elle est assez grosse par rapport à son verre, mais à l'allure, ça doit être ce qu'on appelle une tégénaire des maisons. C'est les araignées classiques des maisons qui font souvent peur parce qu'elles sont quand même assez rapides, avec des longues pattes, hein, qu'elles peuvent se déplacer. Ouais, elle est quand même grande, hein, donc c'est peut-être autre chose qu'une tégénaire qu'ils ont voulu remplacer. Et donc là, c'est la panique, hein. Oui, ça fait vraiment l'allure d'une tégénaire qui court assez vite, qui est sombre, donc qui fait souvent peur, hein. Donc quand je reçois quelquefois des phobiques, il y a quelquefois une focalisation sur ces espèces-là, hein, qui nous surprennent, qui sont plutôt fréquentes à la tombée de la nuit, qui vont assez rapidement. Donc rien de positif en fait dans l'imaginaire humain, quoi, hein, qui sont complètement inoffensives. Hein, de toute façon. Mais l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait face à quelque chose qui va essayer de la capturer? C'est la fuite. Mais pour beaucoup, après, elle fuit, elle est allée se cacher, qu'est-ce qui se passe? On la voit plus et on a encore peur. Donc on se met dans une situation où on est dans l'irrationalité. Mais elle est partie, elle a fui un danger potentiel qui était nous, si on voulait éventuellement l'attraper ou la tuer pour certains. Donc du coup, c'est une solution en fait face à un danger potentiel pour elle. Moi, ce que je conseille, c'est pas de les prendre, justement, hein. Quand on a une araignée, bon là, c'est des grosses, hein, donc il y a une certaine façon de les prendre si on veut les déplacer. Mais moi, je préconise aucun contact. C'est-à-dire que même si on en a une chez soi, qu'elle est tombée dans le lavabo, dans la baignoire, ça arrive à l'automne, là, avec les mâles de tégénaire, hein, qui errent à la recherche de femelles, peuvent tomber dans les lavabos. On va pas aller l'agresser physiquement, encore une fois, parce que si on fait ça, on l'agresse physiquement quand même, hein, aussi, hein. Donc du coup, on peut laisser une serviette, un torchon, quelque chose sur le bord du lavabo, du bac à douche, à la période où on sait qu'il y a des mâles qui errent à la recherche de femelles, et elles vont sortir toutes seules, on n'aura pas la surprise de les avoir. Sinon, on prend un récipient, donc on ne l'agresse pas physiquement, on prend un récipient, on glisse quelque chose dessous et on la déplace en fait, hein, dans la pièce d'à côté si vraiment on ne peut pas dormir avec, mais on essaye de ne pas les mettre dehors. Elles sont et elles vivent dans des endroits abrités, ces espèces-là qu'on a chez nous. Une dizaine d'espèces quand même au moins, hein. Tout à fait naturellement, hein. Donc on a des colocataires qu'il faut accepter aussi, hein. Donc on va pas la mettre dehors si c'est pas son mode de vie. Elle va redépenser l'énergie pour rechercher un endroit abrité, qui va peut-être être le puits, qui va être la maison du voisin, ou voilà. Mais il faut qu'elle soit dans un endroit abrité, c'est inscrit dans ses gènes. Elles font souvent peur, mais surtout dans les pays occidentaux quand même, hein. C'est quand même une peur qui est assez culturelle finalement, puisque dans beaucoup d'autres pays, on n'a pas de peur des araignées, même pas d'arachnophobie, hein, pour ceux qui vraiment ont des peurs très très marquées. Donc l'origine exacte, hein, de cette peur qui s'est déclenchée quand même plus parmi les Occidentaux est peut-être liée à une déconnexion aussi qu'on a pu faire avec la nature plus marquée que dans d'autres pays, par exemple en Afrique, en Asie, etc. Après, avec aussi tout ce qu'on peut raconter, hein, autour des araignées, les films en particulier, les médias, alors ça c'est peut-être plus récent. Dans les temps anciens, c'est vrai que peut-être au Moyen-Âge, etc., on avait aussi peur de toutes les petites bêtes qui provoquaient des maladies. Donc les araignées étant confondues un peu avec les insectes, avec tout un tas de petits organismes, il y avait peut-être une peur aussi de ce qu'elles pourraient déclencher derrière. Mais on n'a jamais été confronté avec des araignées
pour des territoires, de la nourriture, etc. À l'heure actuelle, pas d'araignées géantes dans ce qu'on a trouvé en tant que fossile. Donc la plus grande ne fait même pas la taille de la plus grande actuelle qu'on peut trouver ici. Donc il n'y a pas de raison, on va dire rationnelle, par rapport à cette peur des araignées. Alors ici, on a une araignée qui est souvent avancée dans les réseaux sociaux. En particulier, on l'appelle souvent l'araignée Goliath, puisque ça fait partie des plus gros spécimens qu'on ait observés à l'heure actuelle. Alors l'espèce qui est souvent citée, c'est celle-ci, c'est la Theraphosa blondi, c'est la Théraphose de Leblond. Alors il y en a d'autres espèces qui ont effectivement dans cette famille-là, les Théraphosidae, un peu les mêmes tailles, mais c'est là où on a trouvé un peu les plus gros spécimens. Donc on a ici en fait effectivement de ce côté une femelle et de l'autre côté on a un mâle et de la même taille, c'est pas forcément les mâles qui sont plus petits. Et ça permet de montrer un petit peu, justement, quand je fais des séances avec des phobiques, de montrer la taille de la plus grande actuelle, et c'est pas non plus les tailles énormes qu'on peut imaginer. On ne trouve pas ces spécimens en France, et la grosseur ne fait pas le danger. Donc on a souvent une image en fait, c'est énorme, c'est forcément plus dangereux. Faux, on va pas associer les deux. C'est absolument inoffensif pour l'homme. Il y a bien plein de gens qui vivent en Amazonie, qui sont dans des villages, qui côtoient ces araignées-là, et il n'y a pas de danger particulier de toute façon. Je pense que si on se fait mordre, si on l'embête, on sentira la morsure, les crochets sont assez gros, ça sera douloureux, mais pas forcément dangereux pour nous. Et toute araignée, quand elle se défend, parce que c'est que des réactions de défense vis-à-vis de l'homme, ne va pas forcément injecter de venin, parce que son venin, c'est vraiment utilisé plutôt pour la nutrition, pour manger et tuer ses proies. On n'est pas une proie pour les araignées, on n'a jamais été. Les araignées mortelles pour l'homme n'existent pas. Contrairement aux bêtises qui sont racontées quelquefois dans les médias, sur Internet, etc., dans les réseaux. Dans la définition d'un animal mortel, cet animal qui possède du venin, injecte du venin, on n'a pas d'autre issue, on va mourir, terminé. Ça n'existe pas chez les araignées. Il y a bien sûr quelques cas de mort chaque année dans le monde entier, dus souvent non pas à l'action directe du venin, mais à des infections, voire des surinfections à l'endroit de la morsure, ou des personnes qui étaient fragiles, qui n'ont pas été soignées à temps, qui ont fait une réaction individuelle. Mais le venin et les quantités injectées par une araignée, si elle injecte du venin en cas de morsure, ce qui est pratiquement jamais le cas, n'est pas mortel pour l'humain. Donc il faut arrêter d'avoir ça dans la tête. Le nombre de cas de mort chaque année dans le monde entier, c'est 0 à une quinzaine, une vingtaine de cas, ce qui est ridicule au niveau de la dangerosité qu'on veut bien avancer par rapport à ce groupe méconnu. Essayer d'évaluer quelle est la plus dangereuse des araignées au monde, quand on a 52 000 espèces, on ne les connaît pas toutes. Encore une fois, l'homme n'étant pas la proie, donc c'est vraiment des cas ponctuels quand il y a eu des morsures où on a pu analyser. On sait que le venin des veuves noires en général, on les met au pluriel, il y a plein d'espèces différentes, est assez puissant pour tuer dans son mode de vie à elle des scorpions d'une certaine taille, des micro-mammifères, donc le venin est très puissant. Donc si on est mordu par une veuve noire, ce qui n'arrive pratiquement jamais dans notre vie, mais si on est mordu par une veuve noire et qu'elle injecte du venin, puisque la plupart des morsures sont sèches, blanches, comme les serpents d'ailleurs, il peut y avoir des réactions individuelles qui peuvent être marquées. Et les cas les plus marqués, ça a été des tachycardies, des sueurs, des contractions musculaires, donc il y a une symptomatologie médicale décrite qui n'est pas anodine, qui peut faire en sorte que les personnes restent fatiguées très longtemps. Mais ça se soigne en très très peu de temps et même en 2 jours, on peut avoir les effets du venin qui sont complètement sans intervention forcément humaine, Donc il faut diminuer quand même malgré tout. Et encore une fois, c'est des cas extrêmes qui ont été notés quelques fois. Après, on évoque souvent aussi une araignée ou un groupe d'araignées en Australie, en particulier la Sydney Funnel Web Spider, donc une araignée qu'on appelle Atrax robustus, qui vit vraiment dans les jardins autour de Sydney, donc dans Sydney. C'est une mygale, donc qui quand même a une certaine taille, et les morsures ne sont dues qu'aux mâles quand ils vont chercher les femelles. C'est des araignées qui font des toiles en réseau au pied de la végétation, dans les jardins et autres. Mais le mâle, quand il va chercher la femelle, comme toutes les espèces d'araignées, c'est le mâle qui va chercher, donc il erre. Il peut rentrer dans les habitations australiennes et être très réactif. Je ne parle jamais d'agressivité des araignées vis-à-vis de l'humain. Elles sont agressives vis-à-vis de leur proie, en tant que prédatrices. Vis-à-vis de l'humain, c'est une réactivité plus ou moins marquée selon les espèces, selon les individus. Et ces atrax ont tendance à mordre dès qu'on les embête. Donc les quelques morsures, ça a été dû aux atrax. Et ils ont mis un sérum en 1980
parce qu'il y a eu 13 cas de mort en 60 ans en Australie. Alors 13 cas en 60 ans, alors qu'ils l'ont autour d'eux, de toute façon, donc c'est vraiment à minimiser quand même aussi. De personnes fragilisées, etc. Donc le venin, oui, est puissant. Et le mammifère que nous sommes, l'humain, on s'est rendu compte qu'on était sensible à son venin pour celle-ci. Et celles qui sont évoquées régulièrement et qui sont bien reprises par les réseaux, avec des belles images de nécrose des peaux, de brûlure de la peau, c'est les araignées violonistes. Alors, ces araignées qu'on appelle les Loxosceles, et on a plusieurs espèces un peu partout dans le monde, on a une centaine d'espèces. Pour celles-ci, le venin n'est pas neurotoxique, mais nécrotique. Ça veut dire que ça va faire des brûlures de la peau, des lises des tissus. Et ça, oui, ça peut s'infecter, voire se surinfecter. Et les quelques cas de mort chaque année dans le monde entier sont quelquefois dus justement à ces Loxosceles parce qu'il y a eu infection et surinfection à l'endroit de la morsure qui a été mal soignée. Et voilà. Donc on va citer ces quelques-là pour potentiellement dangereuses pour l'humain avec des réactions individuelles. Et les araignées ont un gros prédateur qui correspond en fait aux araignées elles-mêmes. Donc elles se mangent entre elles, donc il y a du cannibalisme dans une même espèce, et il y a autrement, effectivement, des prises de proie dans d'autres espèces. Ce sont des prédateurs, ce sont des animaux qui sont carnivores ou un peu omnivores, et qui vont se nourrir d'autres animaux. Et il se trouve que les araignées, pour la majorité des 52 000 espèces, sont solitaires, donc ne se tolèrent pas les unes les autres. Donc elles vont pouvoir, effectivement, se faire une autorégulation. C'est pas la peine d'en rajouter une couche, elles le font toutes seules, elles se mangent toutes seules, entre elles, donc elles ne peuvent pas être nombreuses en fait dans un même endroit, puisque de toute façon, dans ces cas-là, elles se rencontrent plus, et il y en a qui forcément, effectivement, serviront de proie aux autres. Donc c'est tout à fait normal dans la vie des araignées de pouvoir se manger. Et puis après, elles mangent beaucoup, elles, d'insectes quand même. Ce sont des bons insecticides. À partir du moment où une araignée fait une toile, par exemple, à une certaine hauteur, elle va surtout capturer des insectes volants, par exemple. Avoir des araignées dans une maison, c'est plutôt un indice qui nous permet de dire elles sont là, elles vont jouer leur rôle d'insecticide naturel, elles vont nous débarrasser, entre guillemets, de mouches, de moustiques, de petits moucherons, d'acariens. On a tout ça autour de nous. On n'est quand même pas les seuls dans notre maison. On a beaucoup de colocataires qui sont quelquefois invisibles. Et l'araignée, quand elle est présente, on dit souvent qu'une maison avec des araignées est une maison saine, parce que l'araignée joue son rôle, entre guillemets, dans l'esprit humain d'assainisseur. Par contre, oui, les fils de déplacement ou certaines toiles qui sont laissées depuis un petit moment prennent la poussière, bien évidemment. Donc ça fait sale, mais l'araignée elle-même n'est pas sale. Alors bien évidemment, moi je fais aussi le ménage chez moi, donc du coup j'enlève les fils qui sont pleins de poussière. De toute façon, c'était des fils de déplacement, ou s'il y a une toile pleine de poussière, l'araignée n'est plus là, c'est qu'elle est déjà morte, elle a abandonné sa toile de toute façon, donc on peut les enlever. Mais je n'enlève pas l'araignée elle-même, qui joue son rôle d'insecticide naturel. Il y a beaucoup de légendes urbaines autour des araignées, beaucoup d'idées fausses. Et une qui revient régulièrement, c'est on en avalerait la nuit quand on dort. C'est faux, archi faux. On ne sait pas d'où c'est parti. Les araignées ne sont absolument pas attirées par notre bouche la nuit. Plus en général, on dort la bouche fermée quand même. C'est à partir d'un certain âge qu'on commence à avoir la bouche ouverte et qu'on émet des sons en fait. On fait quand on a la bouche ouverte dans ces cas-là. C'est un peu humide, etc. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui va attirer les araignées. C'est des vibrations qui ne correspondent pas à des proies potentielles. C'est de l'humidité, c'est une odeur peut-être particulière qu'elles ne vont pas forcément prendre pour une proie potentielle, encore une fois. Donc elles n'ont aucune raison de venir. Ou alors de se réfugier peut-être, sauf que c'est pas dans des endroits comme ça qui sont en train de vibrer, qu'elles vont se réfugier pour se reposer. Donc non, on n'avale pas des araignées. Alors on m'a sorti quand même des araignées qui descendent au bout d'un fil du plafond et qui tombent tout d'un coup, pile dans la bouche ouverte. Dans ces cas-là, je pense que ça nous réveillerait déjà, de toute façon, et puis que l'araignée, le réflexe, ça va être de fermer la bouche. Donc l'araignée sera écrasée. Ou elle aura le temps de sortir de toute façon. Donc non, on n'avale pas. Une autre idée reçue, bien ancrée, c'est que les araignées pondraient sous notre peau. Les araignées, contrairement à certains films, justement, quand on remarque la morphologie de certaines araignées dans des films, n'ont pas de dard, n'ont pas un ovipositeur qui leur permet de pondre. D'accord ? C'est des petits œufs qui sortent tout mous d'une fente sous l'abdomen de la femelle, donc la partie arrière du corps, et qu'elle va entourer de soie après. Donc il y a absolument aucun organe pour les araignées pour enfoncer quelque chose et pondre des œufs sous un support quelconque, et encore moins sous notre peau. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques animaux
qui font ça et qui peuvent pondre effectivement sous la peau humaine. On se retrouve avec quelquefois des vers, on se retrouve avec... alors il y a des petites punaises qui le font, ce qu'on appelle des chiques sous les tropiques. On peut avoir des petites pontes sous les orteils par exemple, des choses comme ça. Et quelques acariens peuvent le faire aussi. Mais ce n'est absolument pas les araignées qui font ce genre de choses. Alors, si on écrase une araignée, il n'y a absolument aucun bébé qui va sortir. Je vais parler plutôt de jeunes d'ailleurs, parce que j'aime bien ne pas utiliser le terme anthropocentré par rapport au monde des araignées. Les araignées, les femelles pondent des œufs, donc dans leur corps, c'est des œufs. Elles vont pondre ces œufs, ensuite les entourer de fils de soie, et ensuite il y aura des jeunes qui vont sortir de ces œufs, mais qui sont à l'extérieur de la femelle. Mais par contre, de temps en temps, il peut y avoir des femelles qui portent leur petit cocon à l'arrière de leur corps, et quand les jeunes vont sortir, ils vont monter sur le dos de la femelle. Donc de temps en temps, il y a des vidéos sur internet qui ont montré ça. On peut taper sur une araignée parce que voilà, ça a dérangé. Et tout d'un coup, on voit plein de petits jeunes qui sortent. Ils étaient sur le dos de la femelle. Ils n'étaient pas à l'intérieur. Et bien évidemment, on tape dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se disperser. Donc une image comme ça, je pense que ça a été repris par rapport à des séquences de cette façon-là, avec des femelles qui juste faisaient la maman taxi, on va dire, entre guillemets, et portaient ces jeunes avant leur vie en solitaire. C'est difficile de répondre à la question quelle est mon araignée préférée, puisque j'ai découvert le monde des araignées donc depuis maintenant une quarantaine d'années, qu'il y a une très très grande diversité, et j'adore quand même, on va dire, alors c'est pas une araignée, c'est des araignées. Les araignées crabes, dont certaines qui changent de couleur en fonction de leur support, on les appelle un peu les araignées caméléons. Donc il y en a une qui s'appelle Misumena vatia, la Misumena variam. Donc celle-ci qui peut être jaune, blanche, rose en fonction de la couleur, c'est assez spectaculaire quand même. On est encore en train d'étudier le pourquoi de ce changement de coloration. Et puis j'ai découvert lors de missions à l'étranger une araignée qui a une technique de chasse particulière. Elle n'est pas belle en tant que telle, elle est marron, elle est nocturne, elle a des gros yeux, on les appelle les araignées à face d'ogre quelquefois. Et c'est celle qu'on appelle les dinopis, les araignées gladiateurs, qui lancent un filet, elles se tiennent par les pattes arrière, à la nuit tombée. Elles confectionnent une sorte de filet et à la lampe frontale, ça fait un flash bleuté. Elles tiennent ça avec les pattes avant. C'est un filet en forme géométrique, et quand il y a un insecte dont elle perçoit les vibrations qu'elle sent, on la voit, mais à toute vitesse, lancer son filet comme le faisaient les gladiateurs, donc certains gladiateurs avec leur filet. Et elle enserre en fait la proie et elle est emmaillotée comme ça. C'est spectaculaire et ça fait vraiment une image très particulière. La première fois que j'ai vu ça en Guadeloupe, avec un collègue, on a dansé sur la piste tellement on était contents d'avoir vu les araignées gladiateurs. Après, on dit que les araignéologues, ils ont peut-être des araignées au plafond, mais bon, c'est possible. On est un peu piqué de la tarentule. Mais non, j'ai pas d'espèce préférée. C'est vrai que moi, ce que j'essaie de mettre en avant sur les araignées, c'est la diversité, en fait. Moi, j'étais pas mal attirée par Spider-Man quand même, puisque y a un ensemble de caractères qui quand même est assez réel, et puis que c'est quand même un personnage qui essaye de sauver les gens. Donc il y avait un côté positif en fait chez Spider-Man. Votre fidèle serviteur, l'araignée. Et puis plutôt dans les films d'animation, il y avait les minuscules que j'ai découverts et qui sont vraiment rigolos parce qu'ils font passer pour certains les araignées comme étant un peu bébêtes, quoi. Donc on avait une inversion un petit peu de l'image des araignées. C'est un peu comme des personnages d'ailleurs dans les contes et les légendes. Le personnage Anansi ou Anansi en Afrique, ils n'ont pas peur des araignées là-bas. Et en plus aux enfants on racontait l'histoire d'Anansi, donc un personnage un peu araignée, homme araignée, femme araignée, qui fait un peu les 400 coups, à qui il arrive toujours tout un tas de trucs. Donc du coup ça fait rigoler les enfants. Voilà. Et donc du coup je trouvais que Minuscule ça faisait un peu aussi ce pendant avec un personnage de conte africain. Lucas the Spider est très bien aussi, puisque bon déjà il a une petite voix comme ça et c'est tout mignon. Hi, my name's Lucas. C'est une araignée avec deux gros yeux, puisque ça correspond encore une fois aux araignées qui sont bien perçues dans la tête des gens, parce que c'est des araignées avec deux gros yeux à l'avant qui font des petits bonds. On appelle les araignées sauteuses ou saltiques. Deux gros yeux, c'est assez humanisé quand même. On a deux yeux au milieu de la figure. Bon, elle en a 8 normalement aussi, mais on les voit quand même, c'est chez Lucas the Spider. Et puis, c'est un petit personnage d'animation qui transmet des infos, et qui donne des informations qui sont des informations réelles. Quelquefois un peu généralisées, mais néanmoins,
C'est un personnage qui fait très sympathique. You're not gonna eat me, are you? You, why would I want to eat you? Because spiders eat flies? Donc Lucas the Spider, je le conseille souvent d'ailleurs aussi aux enfants ou aux enseignantes quand je fais des interventions dans les classes pour dire, ben voilà, celui-là, c'est bien. Sachant que c'est vraiment un animal, un groupe d'animaux, hein, les araignées, parce qu'on met toujours ça au pluriel vu leur diversité, qui est méconnu, a un rôle vraiment dans l'équilibre général, qui a vraiment, entre guillemets, un délit de sale gueule, ben, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir donner justement les bonnes informations, quoi, et enlever ces idées fausses. Ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris plus sur les araignées. Et puis, n'hésitez pas de toute façon à venir aussi au muséum. Il n'y a pas que des araignées, il y a beaucoup de choses à voir. Vous pourrez aussi découvrir la nature et tous les organismes qui la composent, dont les araignées.